Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il ne faut jamais rater une rentrée des classes, surtout quand il s'agit de la première, surtout quand on est ministre de l'Éducation. À une semaine de la reprise des cours, Gabriel Attal a donc frappé fort. 2 annonces hier soir, la fin de l'abaya à l'école, robe longue dont la dimension religieuse est une évidence pour le ministre, et le report des épreuves de spécialité du bac à partir de l'année prochaine. Elles auront désormais lieu en juin et non en mars. Louis Salé, le ministre maintient le cap, celui du retour de l'autorité. Eh bien, Gabriel Attal ne jure depuis son arrivée que par le mot autorité. Il durcit donc le ton sur la laïcité. C'est l'annonce d'hier soir. L'abaya, tenue traditionnelle musulmane, rejoint la liste des objets religieux interdits à l'école, aux côtés du voile ou de la kippa. Le ministre était hier soir sur TF1. J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. L'école de la République, elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts, et notamment la laïcité. Et la laïcité, c'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est une liberté de se forger son opinion et de s'émanciper par l'école. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Autre sujet brûlant, le bac. Alors que la réforme a été pour la première fois appliquée en 2023, le gouvernement fait marche arrière et décale les épreuves de mars à juin. Le ministre de l'Éducation nationale ambitionne rouvrir le débat sur l'uniforme et celui du réaménagement du temps scolaire et des vacances. Louis Salé du service économie, du service service éducation d'Europe 1, je vais y arriver, c'est la rentrée aussi pour moi. Le ministre en dira davantage ce matin, bien sûr, à l'occasion de sa première conférence de presse depuis qu'il occupe les bureaux de la rue de Grenelle. Sur l'abaya, la droite délivre un satisfecit, la gauche s'insurge. Pour les syndicats d'enseignants, les propos de Gabriel Attal ont le mérite de la clarté. Jean-Rémy Girard, président du SNALC, le syndicat national des collèges et des lycées. On ne peut pas continuer avec chacun choisi dans son établissement si c'est autorisé ou pas, si c'est religieux ou pas. On a besoin d'avoir un cadre national et une sécurité d'ailleurs qui viennent du niveau national pour que, en cas de conflit, on ne s'en prenne pas au personnel du collège machin ou du lycée bidule, mais qu'on s'en prenne au ministère de l'Éducation nationale et à l'État de manière générale. Nous, ce que l'on espère, c'est que ça retombe aussi vite que c'est monté, cette affaire de vêtements, et qu'on passe à autre chose et qu'on puisse se concentrer, sur les problèmes majeurs de l'école aujourd'hui. La question des tenues, c'est pas le problème numéro 1 non plus que les personnels de l'Éducation nationale ont à traiter. Jean-Rémy Girard, président du SNALC, syndicat national des collèges et des lycées, avec Geoffrey Branger. Lui aussi faisait sa rentrée hier et il est également ministre. Gérald Darmanin a tenté une démonstration de force, mais c'était sans compter sur l'Élysée. Près de 700 personnes réunies dans son fief de Tourcoing, des élus, dont une dizaine d'élus républicains, des ministres et même Elisabeth Borne, la première ministre présente à la demande d'Emmanuel Macron pour rappeler l'importance de l'unité au sein de la majorité. Qu'importe, Mayalène Trémollet, le ministre de l'Intérieur a remporté son pari. Oui, c'est un succès pour le ministre de l'Intérieur qui s'impose comme figure capable de rassembler la majorité autour de lui. Et s'il réaffirme dans son discours sa loyauté au chef de l'État, il maintient son choix d'exprimer ses propres convictions. Il faut respecter et prendre au sérieux le sentiment que la population exprime. Dire cela, ce n'est pas critiquer. Quelle drôle de loyauté et de fidélité, celle qui consisterait à ne pas soumettre au débat les convictions et les pistes d'amélioration auxquelles on croit pour le bien collectif. Ce n'est pas non plus imaginer un quelconque calcul personnel. Un discours clair mais qui agace certains au gouvernement. La présence d'Elisabeth Borne montre sa volonté de ne pas donner au ministre de l'Intérieur l'occasion de souder seul autour de lui une grande partie de la majorité. Alors que pour beaucoup, Gérald Darmanin a d'ores et déjà les yeux rivés sur 2027. Le ministre de l'Intérieur doit désormais organiser la suite après ce tour de force, sous l'œil vigilant d'Emmanuel Macron, soucieux de sa succession un an seulement après sa réélection. En 2017, lui-même avait entamé sa campagne lorsqu'il était ministre de l'économie de François Hollande. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Ouverture aujourd'hui à Paris de l'université du MEDEF. Premier grand rendez-vous pour son nouveau président Patrick Martin, le nouvel homme fort du patronat, très remonté ce matin dans le Figaro. Il demande à l'exécutif de respecter ses engagements sur la suppression de la CVAE, impôt de production dont la disparition sera finalement étalée sur 3 ans. À Nîmes, les habitants du quartier Pisevin appréhendent la rentrée scolaire alors que le déploiement des forces de l'ordre se poursuit. Le quartier reste traumatisé après la mort de 2 jeunes de 10 et 18 ans, victimes probables du trafic de drogue. On se rend direct à 8h avec Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1 dans le sud-est. Le trafic des trains totalement interrompu jusqu'à mercredi entre la France et l'Italie.
que vous entendez, ce sont les 700 mètres cubes de roches qui se sont effondrés à Saint-André en Savoie, dans la vallée de la Maurienne. Plus de trains et circulation en voiture compliquée sur la 43, dont une partie reste fermée. Europe 1, il est 7h06. Deux choses à retenir dans l'actualité à l'étranger. La fin de l'ultimatum adressé à l'ambassadeur de France au Niger. Et à Moscou, l'enquête officielle qui confirme la mort d'Evgeny Prigojine. Paris refuse de rappeler son ambassadeur au Niger alors que l'ultimatum vient d'expirer. La France estime que les putschistes qui ont pris le pouvoir n'ont aucune autorité pour demander son renvoi. La fin d'un faux suspense effectivement en Russie. Moscou confirme officiellement la mort de l'ancien patron de Wagner, Evgeny Prigojine. Conclusion tirée après analyse génétique effectuée pour identifier les 10 occupants du jet privé qui s'est écrasé mercredi. Reste maintenant à organiser les funérailles du héros et traître à la fois. Nouvelle épine dans le pied de Vladimir Poutine, Nicolas Tonev. Oui, de Krasnoïarsk au cœur de la Sibérie à Rostov dans le sud, en passant par Saint-Pétersbourg, le mythe Prigojine est en marche avec partout les mêmes scènes de mémorial fleuries de roses et sur une boucle Telegram, ces mots d'un responsable de Wagner lors d'une cérémonie. Les amis, écoutez, n'allez pas maintenant au combat intérieur. Le père n'est plus, mais le père c'est le père. Wagner est et restera le même. Le père, comme le guide, c'est sous-entendu, c'est là le danger. Le pouvoir doit maintenant trouver la bonne formule pour ses funérailles afin de limiter l'influence que va prendre dans la société le martyr héros Prigojine. La cérémonie, contrôlée de près par le Kremlin, en dira long, grandiose ou intime, la présence ou non d'officiels, l'organisation d'un hommage militaire. Le Kremlin doit trouver l'équilibre pour faire oublier dès que possible ce très encombrant camarade de vie de Vladimir Poutine, ami, héros, devenu traître et populaire. Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie sur Europe 1. Les sports, à 2 semaines de l'ouverture du mondial de rugby, la France est prête. Victoire sans appel, 41-17 contre l'Australie hier. Dernier test match avant l'ouverture contre les All Blacks le 8 septembre, Axel May. Jamais dans leur histoire, les Bleus n'avaient inscrit autant de points face aux Australiens. 41. La victoire est donc d'autant plus belle, mais comme l'a rappelé aussi le sélectionneur Fabien Galtier, il ne s'agissait hier que d'un match de préparation. Les choses vraiment sérieuses vont pouvoir commencer. Antoine Dupont, le capitaine. Prêt, je ne sais pas si on est prêt, on le saura dans 15 jours, mais on a continué d'engranger de la confiance, de l'expérience collectivement, et ça nous prépare petit à petit, enfin plus que petit à petit, puisqu'on va y arriver maintenant au match du 8 septembre. Avant le 8 septembre, avant ce match d'ouverture de la Coupe du Monde, les Bleus, qui avaient entamé début juillet leur préparation, vont profiter de quelques jours de repos. Le 3e ligne, Charles Olivon. Là, on va se reposer. Je pense qu'il faut se reposer à fond. Et après, on pourra s'entraîner et se mettre dans ce match d'ouverture à fond aussi. Donc voilà, les choses dans l'ordre et être bien dans ce qu'on fait et bien dedans. Les Bleus se retrouveront samedi pour préparer le match face à la Nouvelle-Zélande. Axel May du service des sports d'Europe 1. On a hâte d'être au 8 septembre. Je ne vous le fais pas dire. 15 jours d'attente. Serge Blanco est notre spécialiste rugby pendant cette Coupe du Monde. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09. À suivre sur Europe 1, l'édito éco. On va retrouver Nicolas Bouzou qui va nous parler ce matin des 3 événements économiques de l'été.